Nous sommes devant le pont Mirabeau, construit entre 1893 et 1896, classé monument historique en 1975. Un pont dédié à Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau. Pourtant, ce pont ne fait que prolonger la rue Mirabeau. Paris et Mirabeau, c'est une relation ambiguë, une histoire d'amour et un brutal retournement. Chronique parisienne vous propose aujourd'hui de suivre le Paris de Mirabeau, de l'enfant rejeté au héros national, jusqu'au paria presque effacé de la mémoire. Mirabeau naît le 9 mars 1749 dans une famille des plus en vue de Provence, qui a réussi à pénétrer dans la haute noblesse. Il est de cette génération qui aura 40 ans en 1789. Mais tout chez lui détonne. Un pied beau, une tête disproportionnée, 2 dents proéminentes, et à 3 ans, la petite vérole, mal soignée, défigurante. En 1834, Victor Hugo écrira qu'il était d'une laideur grandiose et fulgurante. Son père le hait presque. Ton neveu est laid comme le fils de Satan, écrit-il à son frère le bailli de Mirabeau. Il l'appelle Monsieur l'Ouragan. Tout est dit. Mirabeau ne reçoit ni affection, ni cadre stable. Il reçoit la brutalité. Et très tôt l'injustice. Destiné à l'armée, il accumule les dettes. Jeux, excès, provocations. Son père l'enferme, à l'île de Ré, puis à Vincennes. Mais c'est là que Mirabeau naît intellectuellement. 42 mois de prison pendant lesquels il écrit les lettres à Sophie de Monnier, une jeune femme mariée. On y voit un homme enfermé, qui fait de l'amour une arme contre le monde qui l'écrase. Il écrit aussi un essai sur les lettres de cachet, une critique frontale de l'arbitraire monarchique. Mirabeau découvre une vérité essentielle. La parole peut être une arme politique. 1789. Les États généraux sont convoqués. Mirabeau est élu député du tiers-État pour Aix. Il n'est ni pur idéologue, ni doctrinaire. Il est pragmatique et terriblement lucide. Sa fougue et sa détermination sont particulièrement remarquées le 20 juin 1789. Les députés jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France une constitution. La voix de Mirabeau tonne. Son corps impressionne. Sa laideur devient puissance. Le 23 juin 1789, Henri Évrard, marquis de Dreux-Brézé, grand maître des cérémonies, vient apporter l'ordre de dissolution de l'Assemblée constituante, signé par le roi Louis XVI. « Oui, monsieur, dit alors Mirabeau, nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au roi, et vous qui ne sauriez être son organe auprès des États généraux, vous qui n'avez ni place ni voix, ni droit de parler, vous n'êtes pas fait pour nous rappeler son discours. Cependant, pour éviter tout équivoque et tout délai, je vous déclare que si l'on vous a chargé de nous faire sortir d'ici, vous devez demander des ordres pour employer la force, car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes. » Ce jour-là, Mirabeau comprend une chose. Le roi a perdu le monopole de la légitimité. Il devient l'orateur majeur de l'Assemblée. Sieyès le nomme l'Hercule de la liberté. Mirabeau écrit, il publie, il informe le peuple malgré l'interdiction. Dans ses lettres du comte Mirabeau à ses commettants, il publie le compte-rendu des séances à l'Assemblée. Membre de la Société des Amis des Noirs, Mirabeau dénonce l'esclavage. Après le vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il souligne l'incohérence entre ce principe et l'esclavage. Lors des débats sur la représentation des colonies, Mirabeau critique l'hypocrisie des colons. Vous demandez d'être représentés proportionnellement à la population de Saint-Domingue. Les esclaves sont-ils des hommes ou ne le sont-ils pas? S'ils sont des hommes, rendez-les libres et qu'ils soient électeurs. S'ils ne le sont pas, avez-vous compté nos chevaux et nos mulets dans la population? Mais Mirabeau n'est pas un révolutionnaire naïf. Il voit venir le chaos. Il veut une monarchie constitutionnelle forte, par peur de l'anarchie. Mirabeau rencontre Marie-Antoinette, Louis XVI. Une première note secrète est envoyée à Louis XVI le 15 octobre 1789.
Puis il entretient une correspondance secrète très précise avec Louis XVI et la cour via le comte de la Marque, et il va vendre ses services. En juin 1790, il avertit Louis XVI du danger de l'Assemblée et des clubs. Si le roi ne reprend l'autorité, il sera bientôt roi en peinture. Une lettre à la Marque de septembre 1790 appelle à agir sur l'opinion. Un double jeu mené par Mirabeau. Une trahison, une tentative désespérée de sauver l'État. 1er avril 1791. Mirabeau agonise, rue de la Chaussée-d'Antin. Il a alors 42 ans. Depuis février, il est sujet à des accès de colique, vomit, prend de l'opium pour se sentir mieux. Il meurt le lendemain, probablement victime d'une péricardite. Paris est en deuil. Les théâtres ferment, la foule pleure. Mirabeau est le premier à entrer au Panthéon pour honorer un grand homme, un homme de la Révolution. La Chronique de Paris écrira « L'histoire donnera à Monsieur de Mirabeau la première place dans la Révolution, qui rend à la France sa liberté. » Sauf qu'en novembre 1792, on révèle publiquement l'existence d'une sorte de coffre-fort au Palais des Tuileries, c'est l'armoire de fer. Et dedans, les correspondances secrètes sont découvertes. Mirabeau devient suspect, puis coupable. Mirabeau a agi en tant que conseiller du roi la nuit et a œuvré pour son maintien au pouvoir. Il a gardé l'espoir secret d'être nommé Premier ministre d'une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. À partir de mai 1790, il a reçu 6 000 livres par mois, une très grosse pension aristocratique, également la prise en charge de ses dettes par la cour. Mirabeau est expulsé du Panthéon en septembre 1794, remplacé par Marat. Son corps est transporté au cimetière de Saint-Étienne-du-Mont, à proximité du Panthéon. Il disparaît ensuite dans une fosse commune. Et malgré des recherches, il n'a jamais été retrouvé. Mirabeau subsiste dans Paris, mais sans triomphe. Une station de métro ligne 10 et une rue dans le 16e arrondissement qui débute place de Barcelone et se termine rue Chardon-Lagache. Une statue au Palais Bourbon. Et un pont de la fin 19e. Il comprend une arche centrale de 93 mètres, encadrée de 2 arches de plus de 30 mètres de portée. Il est surmonté de 4 sculptures en bronze de Jean-Antoine Injalbert. Ce sont des allégories représentant la navigation, le commerce, l'abondance et la ville de Paris. Malgré son abaissement au niveau des quais, son espace est suffisant pour laisser le passage des péniches. Ce pont a particulièrement inspiré les artistes, Léo Ferré, Serge Reggiani. Mirabeau, révolutionnaire, monarchiste, visionnaire et corrompu, héros puis paria. Un homme complexe que Paris, d'une certaine manière, a gardé à distance, ni glorifié, ni effacé totalement. Mirabeau reste dans la conscience collective, comme si la ville savait. On se retrouve prochainement pour d'autres épisodes de Chroniques parisiennes.